L'homme qui a commandé tous les feldmaréchaux de l'Allemagne n'a jamais dépassé le grade de caporal. Aujourd'hui, nous allons voir comment était organisé le système des grades du Troisième Reich. Schütze. En allemand, cela signifie tireur. C'était le grade militaire le plus bas de l'armée allemande, et des millions d'hommes l'ont porté. Au début de l'opération Barbarossa, en juin 1941, la Wehrmacht comptait plus de 3,5 millions de soldats concentrés sur le front de l'Est. La plupart d'entre eux étaient de simples soldats. Ils ne commandaient rien. On ne leur confiait aucune décision. Dans la R, c'est ainsi que s'appelait l'armée de terre allemande, le simple soldat était une ressource consommable de la guerre. Sa tâche consistait à exécuter les ordres et à rester dans le rang. Mais même le mot « Schütze » n'était pas unique dans l'armée. Depuis l'époque prussienne, l'armée allemande gardait la tradition de donner aux simples soldats des noms différents selon leur arme. Le fantassin s'appelait Schütze, l'artilleur, canonnier, le cavalier, Reiter, le tankiste, Panzerschütze, le sapeur, pionnier, le radio, Funker, le chasseur de montagne, Jäger. Un même homme transféré de l'infanterie à l'artillerie changeait formellement de grade. Il n'obtenait pas de promotion, il devenait simplement un autre mot au même échelon. En octobre 1942, Hitler a personnellement ordonné de rebaptiser tous les Schütze de l'infanterie en grenadiers. La raison officielle était de rendre honneur à l'infanterie en faisant revivre un nom datant de Frédéric le Grand. L'effet réel a été nul. Les hommes portaient les mêmes pattes de colle, recevaient les mêmes ordres et mouraient à la même fréquence qu'avant. Simplement, sur les actes de décès, le mot « Schütze » avait été remplacé par le mot « grenadier ». À la fin de la guerre, environ 18 millions d'hommes étaient passés par la Wehrmacht. La plupart d'entre eux sont restés à ce même échelon. Gefreiter, le caporal, se trouvait un échelon au-dessus du simple soldat. Le grade était attribué automatiquement environ 1 an après le début du service, à condition que le soldat n'ait commis aucune faute grave. Aucune fonction de commandement, aucun privilège particulier. Une petite augmentation de solde et un galon sur la manche. Dans la plupart des armées du monde, ce grade est considéré comme insignifiant. Dans l'armée allemande, il est devenu le grade militaire le plus célèbre de l'histoire. Adolf Hitler a reçu le grade de Gefreiter le 1er novembre 1914, en pleine première bataille d'Ypres. Il servait comme agent de liaison à l'état-major du régiment, a été blessé 2 fois et décoré 2 fois de la Croix de Fer, dont 1 fois de première classe, une distinction rare pour un simple soldat. Mais il n'est jamais monté plus haut que Gefreiter. Ce n'est pas un hasard. Ses supérieurs ont délibérément refusé de le proposer pour une promotion. 2 de ses anciens chefs l'ont confirmé dans leur témoignage au procès de Nuremberg. Dans les souvenirs de l'un des commandants de compagnie, il est noté que cet homme hystérique ne deviendra jamais sous-officier. Les raisons invoquées étaient diverses: absence de qualité de commandement, caractère difficile, incapacité à contrôler ses subordonnés. Après sa démobilisation, Hitler est resté caporal de réserve. Ce grade figurait encore sur son livret militaire à l'époque où il commandait déjà tous les feldmaréchaux du Reich. Le niveau suivant dans la hiérarchie de la Wehrmacht était le corps des sous-officiers, Unteroffizier, Unteroffizier, les sergents. Il comptait 7 échelons, de l'Unteroffizier au Stabsfeldwebel. Et c'est précisément ce corps qui formait la véritable colonne vertébrale de l'armée allemande. Dans une compagnie d'infanterie type de la Wehrmacht, servaient 1 ou 2 officiers. Les autres sections étaient commandées par des Feldwebel et des Oberfeldwebel. Dans l'armée britannique, cela était considéré comme une mesure extrême, appliquée uniquement en cas de grave pénurie d'officiers. Dans l'armée allemande, c'était la norme, inscrite dans les règlements bien avant la guerre. Le concept allemand de commandement au niveau le plus bas, la fameuse tactique de la mission, l'Auftragstaktik, reposait justement sur l'idée que le sous-officier devait être capable de prendre seul des décisions tactiques dans le cadre de la mission confiée. Un Feldwebel pouvait mener une section à l'assaut, choisir des positions défensives et redéployer ses hommes sans attendre d'ordre venus d'en haut. Dans les armées britanniques et américaines, seuls les officiers disposaient de telles prérogatives.
Cela donnait à l'armée allemande une rapidité de réaction que les Alliés n'ont reproduite que vers la fin de la guerre. Une place particulière revenait au Hauptfeldwebel, une fonction et non un grade. On le surnommait familièrement le Spice, littéralement la lance, ou tout simplement la mère de la compagnie. Le Hauptfeldwebel gérait toute la vie administrative de l'unité, la solde, l'équipement, la discipline, les emplois du temps. Il était le premier homme que remarquait une recrue et le dernier que voyait un déserteur avant son passage devant le tribunal. Les soldats le craignaient bien plus que les officiers. Le premier grade d'officier était le lieutenant. Venait ensuite l'Oberleutnant et le Hauptmann, le capitaine. C'était le niveau de la compagnie et de la section. Le lieutenant commandait généralement une section de 30 à 50 hommes. Le Hauptmann, une compagnie de 100 à 200 hommes. C'est précisément à ce niveau qu'apparaissait la première divergence fondamentale entre les forces armées allemandes. Les troupes de la Waffen-SS, les unités d'élite des SS, étaient devenues dès 1941 une force de combat autonome, se battant côte à côte avec l'armée. Elles avaient le même niveau de commandement, la même structure d'unité, les mêmes adversaires sur les mêmes champs de bataille. Mais des grades totalement différents. Au lieutenant de l'armée correspondait l'Untersturmführer, DSS. À l'Oberleutnant, l'Obersturmführer. Au Hauptmann, le Hauptsturmführer. Même fonction, même rôle, et pourtant des hiérarchies totalement incompatibles. Un Hauptmann de l'armée n'avait pas le droit de donner d'ordre à un Hauptsturmführer des SS. Il dépendait de commandements différents, agissait selon des règlements différents et relevait en théorie de systèmes de justice militaire distincts. Dans les territoires occupés, cela engendrait le chaos. Dans une même ville pouvait agir en même temps une compagnie de sécurité de l'armée commandée par un Hauptmann et une unité des SS commandée par un Hauptsturmführer de rang équivalent. Aucun des deux n'était tenu d'obéir à l'autre. La question de savoir quel ordre faisait autorité se réglait souvent par des relations personnelles, des pressions venues d'en haut, ou tout simplement par celui qui disposait du plus grand nombre d'hommes. Le major, l'Oberstleutnant, Oberstleutnant, l'Oberst, Oberst, c'étaient les officiers d'état-major. C'était le niveau du bataillon et du régiment. L'Oberst commandait un régiment, une unité de 2 à 3 000 hommes. À ce même niveau se trouvait dans la Luftwaffe le colonel de l'aviation, qui portait aussi le titre d'Oberst. Formellement, c'était le même grade, la même ligne dans le tableau de correspondance. Mais sous son commandement pouvait se trouver une escadre aérienne de 100 avions de combat ou plus. La puissance de feu réelle n'avait rien de comparable. Un régiment d'infanterie pouvait tenir quelques kilomètres de front. Une escadre aérienne pouvait détruire une ville entière en une seule sortie. Pourtant, ni l'Oberst d'infanterie ni l'Oberst de l'aviation ne pouvaient se donner d'ordre mutuellement. La Luftwaffe dépendait directement de Göring et disposait de sa propre chaîne de commandement, parallèle à celle de l'armée. La coordination entre l'armée et l'aviation au sein de la Wehrmacht est restée un problème permanent tout au long de la guerre. Des tableaux officiels de correspondance des grades existaient bel et bien, mais il n'y avait pas de véritable système de commandement unifié en dessous du niveau du groupe d'armée. Le général-major et le général-lieutenant, ce sont les premiers échelons de général. Le niveau de la division. Une division d'infanterie allemande typique comptait de 10 à 20 000 hommes. Elle était commandée par un général-major ou un général-lieutenant selon l'expérience de l'officier et l'importance du secteur. L'échelon suivant portait un nom simple, général. Mais dans l'armée allemande, ce grade n'était jamais utilisé seul. Il était toujours accompagné d'une précision sur l'arme concernée. Général d'infanterie, général d'artillerie, général de cavalerie, général des troupes blindées, général des troupes de montagne, général du génie, général des transmissions, général des troupes motorisées. 8 variantes d'un même grade selon la spécialité. C'était le niveau du corps d'armée. Un général commandait généralement de 30 à 50 000 soldats, répartis en plusieurs divisions.
C'est ici que passait la deuxième frontière fondamentale. L'équivalent du général de l'armée dans la Waffen-SS était l'Obergruppenführer. Vers 1944, la Waffen-SS disposait de plusieurs dizaines de divisions et tenait des secteurs entiers du front. Un Obergruppenführer commandait un corps d'armée aux côtés d'un général de l'armée, auquel il correspondait formellement dans le tableau des grades. Mais le général de l'armée était passé par l'académie de l'état-major général. Sa carrière reposait sur des succès tactiques et sur l'évaluation de ses supérieurs. L'Obergruppenführer, lui, avait gravi les échelons du parti au sein des SS, où l'avancement dépendait de la loyauté idéologique et de la proximité personnelle avec Himmler. Deux hommes de même rang formel, avec une conception radicalement différente de la manière de faire la guerre et des chaînes de commandement radicalement différentes, n'avaient aucune autorité l'un sur l'autre. Au début de 1944, la Waffen-SS représentait moins de 5% des forces armées allemandes. Mais elle possédait près d'un quart de toutes les divisions blindées du Reich. L'Allemagne dirigeait son meilleur matériel, son meilleur équipement et ses meilleurs hommes vers les SS, en contournant l'armée. Le Generaloberst, Général Oberst, 4 étoiles. Le deuxième rang le plus élevé de la hiérarchie de l'armée. Il commandait une armée ou un grand groupement de fronts. Sous son commandement pouvaient se trouver plusieurs centaines de milliers d'hommes. C'est avec ce grade que Friedrich Paulus a pris le commandement de la 6e armée en janvier 1942. Il a planifié l'offensive sur Stalingrad, mené de longs combats de rue dans la ville, et s'est retrouvé encerclé par les forces soviétiques en novembre de la même année. Le 30 janvier 1943, son armée agonisait. 18 000 blessés gisaient sans médicaments. Les munitions touchaient à leur fin. Le dernier aérodrome avait été pris par les troupes soviétiques 5 jours plus tôt. Paulus a demandé l'autorisation de capituler. Hitler a répondu par un télégramme lui accordant le grade de Feldmaréchal. Le message d'accompagnement précisait qu'aucun feldmaréchal prussien ni allemand ne s'était jamais rendu prisonnier. L'allusion était directe. Paulus l'a parfaitement comprise. Il a dit à son aide de camp « Ils veulent que je me tire une balle, mais je ne leur ferai pas ce plaisir. » Le lendemain matin, le 31 janvier, il s'est rendu aux troupes soviétiques. Le premier feldmaréchal allemand capturé vivant de toute l'histoire du pays. Hitler était fou de rage. Selon des témoins, il criait que c'était une trahison, qu'au XXe siècle, il n'y avait plus de Léonidas. Et il a prononcé la phrase désormais célèbre « C'est le dernier feldmaréchal que je nomme dans cette guerre ». Il en a ensuite nommé 7 de plus. Le feldmaréchal, sommet de la hiérarchie de l'armée. Le grade le plus élevé qu'un chef militaire pouvait obtenir dans l'armée allemande. Pendant la Première Guerre mondiale, le Kaiser Guillaume II a nommé 5 officiers feldmaréchaux en 4 ans de guerre. Hitler, le 19 juillet 1940, en a nommé 12 en une seule journée, lors d'une cérémonie solennelle à l'Opéra Kroll, 4 semaines après la victoire sur la France. Au total, pendant toute la guerre, 25 officiers de l'armée de terre et de la Luftwaffe ont reçu le bâton de feldmaréchal allemand. Rommel est passé de général-lieutenant à feldmaréchal en 16 mois, de février 1941 à juin 1942. Après la prise de Tobrouk, Hitler lui a transmis le bâton de feldmaréchal directement en Afrique, par radio. Rommel avait alors 50 ans. Selon les critères allemands, l'un des plus jeunes détenteurs de ce rang de toute l'histoire. Le grade, cependant, ne protégeait pas de Hitler. Sur les 25 feldmaréchaux allemands, 3 sont morts ou ont été contraints de se suicider en lien avec l'attentat du 20 juillet 1944. Rommel était l'un d'eux. 2 ont été démis de leurs fonctions et mis à la retraite. Un seul, Göring, a été destitué de tous ses postes et exclu du parti quelques jours avant la fin de la guerre. Le dernier feldmaréchal allemand de l'histoire fut Robert Ritter von Greim. Hitler l'a nommé le 25 avril 1945, 5 jours avant son propre suicide. Une seule raison, il fallait remplacer Göring au poste de commandant de la Luftwaffe. Mais au-dessus du feldmaréchal, dans les forces armées allemandes,
existait encore un rang, unique en son genre, n'ayant existé qu'en un seul exemplaire. Le 19 juillet 1940, le même jour où 12 généraux recevaient leur bâton de maréchal, Hitler a annoncé la création d'un nouveau grade. Le Reichsmarschall, du Grand Reich allemand, littéralement le maréchal du Reich, réservé au seul Hermann Göring, au-dessus de tous les feldmaréchaux, au-dessus de tout le reste du commandement des forces armées. Ces insignes comprenaient des bâtons de maréchal en or, un étendard personnel unique et un uniforme de cérémonie spécial dont le coût, selon certaines estimations, se chiffrait en milliers de Reichsmark. Mais le Reichsmarschall n'avait pas le droit de commander les autres feldmaréchaux. Son grade ne créait aucune véritable chaîne de subordination en dessous de lui. C'était une distinction personnelle destinée à souligner le statut de Göring comme successeur désigné de Hitler et à le distinguer des 12 nouveaux feldmaréchaux ayant reçu leur bâton le même jour. Ce grade était purement honorifique. Il ne conférait aucun pouvoir réel sur les autres commandants. Göring l'a porté jusqu'en avril 1945, lorsqu'il a tenté de prendre le pouvoir en Allemagne après que Hitler s'est retrouvé dans son bunker. Hitler a ordonné son arrestation, l'a destitué de tous ses postes et l'a exclu du parti. Le bâton de Reichsmarschall a cessé de signifier quoi que ce soit avant même la fin de la guerre. À côté du Reichsmarschall, existait dans la hiérarchie allemande un autre rang unique, le Reichsführer SS, littéralement le chef suprême des SS. Un seul homme l'a porté, Heinrich Himmler. Sur le papier, le Reichsführer SS était équivalent au Feldmaréchal. Dans les faits, en 1944, Himmler commandait l'armée de réserve, dirigeait l'ensemble de la police allemande, occupait le poste de ministre de l'Intérieur et supervisait tout le système des camps de concentration. Il ne rendait de compte qu'à Hitler personnellement. Ni le haut commandement de la Wehrmacht, ni les commandants de groupes d'armées n'avaient la moindre autorité sur lui. Il s'agissait en réalité d'une quatrième force armée au sein d'un même État, avec ses propres officiers, ses propres soldats, ses propres services de renseignement et ses propres prisons. Et elle n'était en aucun cas subordonnée aux trois autres. Et enfin, le Gros Admiral. Littéralement, le Grand Amiral, l'équivalent naval du Feldmaréchal. La marine allemande, la Kriegsmarine, vivait selon ses propres règles, avec son propre système de grades, dont le sommet était précisément ce titre. 2 hommes seulement l'ont reçu pendant toute la guerre. Le premier fut Erich Raeder, qui commandait la Kriegsmarine depuis 1935. En janvier 1943, après l'échec de l'escadre allemande dans la mer de Barents, Hitler a publiquement accusé la flotte de surface d'inutilité. Raeder a démissionné. Il a été remplacé par Karl Dönitz, commandant des forces sous-marines, qui venait tout juste d'être nommé Gros Admiral. Dönitz était l'homme qui avait construit la flotte sous-marine allemande pratiquement à partir de rien, en violation du traité de Versailles qui interdisait à l'Allemagne de posséder des sous-marins. Dès 1943, ces sous-marins coulaient les navires alliés plus vite que ceux-ci ne pouvaient être construits. Churchill a écrit plus tard que la seule chose qui l'ait véritablement effrayé pendant toute la guerre était la menace des sous-marins allemands. Le 30 avril 1945, dans le bunker de Berlin, Hitler a signé son testament politique. Il a désigné Karl Dönitz comme son successeur à la tête de l'État allemand. Pas un général de l'armée, pas le Reichsmarschall, pas le chef des SS. Un amiral de la flotte qui avait passé toute la guerre dans des états-majors côtiers et n'avait jamais commandé de troupes terrestres. Le 7 mai 1945, c'est le Gros Admiral Dönitz qui a donné l'ordre de signer l'acte de capitulation sans condition de l'Allemagne. Si cette vidéo vous a intéressé, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez notre canal Telegram à l'adresse te.em/absurdetechnica, où les nouveaux sujets et contenus sont publiés en premier.